Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une activité de lecture dédiée aux élèves de la première année du baccalauréat. Alors vous savez très bien que nous travaillons sur le 3e module, le dernier jour d'un camp d'année de Victor Hugo, qui est un roman à thèse. Alors pour commencer, nous allons essayer donc de fixer notre objectif. Il s'agit de dégager la portée argumentative de la description en vue de persuader le lecteur de l'abolition de la peine de mort. Alors là, on retient qu'il s'agit ici d'une visée donc argumentative, persuasive, qui se fait ici à travers la description. Le passage sur lequel nous allons travailler, c'est un extrait du chapitre 13. Alors, il est consacré au ferrage, à la scène du ferrage des forçats, et on va travailler juste sur un passage qui va de « quand ils eurent revêtu les habits de route » jusqu'à « et je tombais évanoui ». Pour commencer l'étude de ce texte, on va d'abord le situer. Alors pour le situer, on va se poser la question « qui parle dans ce texte ?» La réponse est toute simple, c'est le narrateur. C'est le narrateur, il est aussi personnage et on sait que ce personnage, c'est un condamné à mort, emprisonné dans la prison de Bicêtre. Que fait ce personnage? Justement, il se rappelle. Il se rappelle de quoi? Il se rappelle d'un événement particulier qui a eu lieu quelques jours dans la cour de la prison. Alors, qui dit quelques jours, donc on a se rappeler de quelques événements qui sont déjà passés. Et donc là, on effectue une sorte de flashback, d'un retour en arrière. C'est une rétrospection faite par le condamné, qui est aussi le narrateur dans ce texte. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour rapporter ces événements? Il rapporte cet événement comme un vrai spectacle. C'est un spectacle qui est en 3 actes, qui se passe en 3 actes. Le premier acte, c'est la visite médicale. Alors, dans cette visite, on va voir que les médecins sont là, dans la cour de Bicêtre, pour en quelque sorte examiner, ausculter rapidement les forçats que malheureusement les médecins trouvent toujours bons au bagne. Par la suite, on a la visite des geôliers et on arrive au moment important sur lequel nous allons focaliser notre étude, c'est justement le ferrage. Il nous parle de quoi lors de cette scène? Alors, il nous parle du traitement inhumain. Alors, on souligne ici le traitement inhumain réservé à ces condamnés. Et l'effet que va avoir ce traitement inhumain sur ce condamné, sur le narrateur, c'est qu'on va voir vers la fin du texte qu'à la fin de ce spectacle, le narrateur va tomber évanoui. Pour identifier ce passage, on va se poser la question: quel est le type de ce texte? Alors, le texte, si vous l'avez bien sûr sous les yeux, vous allez vous rendre compte qu'il est de typologie narrative descriptive. Pourquoi narrative? Parce qu'on a la présence dans le texte des procédés de la narration. Vous allez trouver beaucoup de verbes qui sont conjugués au passé simple, vous allez trouver des indicateurs de temps qui structurent la narration dans une sorte de chronologie, et vous allez avoir aussi, donc pour la composante ou pour la partie typologique descriptive, alors vous allez voir des procédés de la caractérisation, les comparaisons, les adjectifs, les propositions subordonnées relatives, etc. La tonalité dominante de ce texte est pathétique. Alors quand on dit pathétique, c'est-à-dire que ce sont des événements qui suscitent une émotion intense. Elle est consacrée surtout au sentiment de la pitié. Alors, on va maintenant consacrer donc l'étude de ce passage au premier axe sur lequel nous allons insister sur la condition
la condition inhumaine des forçats. On comprend à partir de cet intitulé que les forçats sont en train de vivre une condition, une situation inhumaine. Qui sont d'abord les forçats? Quand on dit forçats, qu'est-ce qu'on entend par le mot forçat? Alors, les forçats sont des condamnés aux travaux forcés. Ils sont présentés dans ce texte d'une manière pitoyable, d'une manière misérable. Et le traitement des forçats est présenté et mis en valeur par une description dévalorisante par le moyen d'un ensemble de procédés que nous allons voir. D'abord, les galériens ont été obligés de s'asseoir par terre, sur le sol. Donc, je cite du texte, la boue, donc ils s'assoient dans la boue sur les pavés inondés. Alors, si vous avez bien lu le texte, vous allez comprendre que lors du ferrage, la pluie tombait à flot et donc là, les pavés, le carrelage de la cour de Bicêtre était plein de pluie et donc pour rendre compte de la présence de cette pluie, de l'humidité en quelque sorte qui régnait, le narrateur a utilisé le mot inondé. Alors quand on dit inondé, c'est une exagération, c'est une amplification en quelque sorte de la situation de cette pluie qui est très très forte. Alors imaginez avec moi des forçats qui sont assis dans la boue, c'est pas propre, et en plus la terre elle est inondée, le pavé elle est inondé d'eau. Le ferrage des forçats expose aussi leur vie au danger. Comment justement? Le moindre mouvement, je cite, le moindre mouvement d'avant en arrière lui ferait sauter le crâne comme une coquille de noix. Je reprends, le moindre mouvement, c'est-à-dire qu'un mouvement, un tout petit mouvement de la tête va exposer la tête ou exposer tout le forçat au danger de la mort. On va le voir par la suite pour expliquer donc cette image. Et donc remarquez que faire sauter le crâne comme une coquille de noix. Alors la figure de style de la comparaison ici rend compte du grand danger que risquent les forçats lors de cette opération du ferrage. Puisque là, on leur met des colliers de fer autour de leur cou. Les forçats ainsi perdent toute dignité humaine, puisqu'ils sont tabassés par les geôliers et les gardes chiourmes. On peut relever la phrase « un bruit sourd de bâton ». Alors là, la présence déjà du bâton est suffisante pour comprendre qu'il s'agit d'une violence exercée contre ces forçats. Et on a l'expression « un bruit sourd ». Donc là, c'est une expression, vous l'avez déjà étudiée lors de l'activité de lecture consacrée aux figures d'opposition. Donc ici, on a, pour réviser un petit peu, on a donc deux mots, bruit et sourd. Ce sont deux mots qui ont un sens opposé, mais qui se trouvent juxtaposés côte à côte. Et donc là, c'est la figure de style de l'opposition oxymore. Les forçats sont traités comme des animaux enchaînés. Enchaînés, c'est-à-dire enlacés, donc liés, attachés, etc. J'entendis le tumultueux fracas de leurs chaînes. Donc là, toujours, ils sont enchaînés de leur clameur, de leurs pas. Et là, on insiste sur la description est rendue par l'énumération. Cette description, on l'a compris tous, c'est une description qui est dévalorisante, qui est dépréciative, qui est péjorative, loin d'être positive du traitement inhumain des forçats. On peut déduire de cet extrait le thème de la violence. Alors, je souligne ici,
ça ne marche pas. Alors je retourne. Donc la violence et le manque des droits dans ce milieu carcéral. Et donc les deux thèmes ont été évoqués dans la présentation de l'œuvre. Alors, cette image est très représentative de cette scène du ferrage. Si vous l'observez avec moi, vous allez voir que nous sommes devant la cour de Bicêtre, et vous pouvez voir que la cour, comme elle a été décrite dans le texte, elle est de forme carrée. C'est un espace enfermé, puisque vous pouvez regarder les grands bâtiments de la prison qui sont très élevés. Vous pouvez voir que les bâtiments, donc à travers les bâtiments, il y a plusieurs fenêtres. Donc, il y a plusieurs fenêtres. Et à partir de ces fenêtres, que les autres prisonniers peuvent observer, peuvent suivre, peuvent regarder ce qui se passe dans la cour. Concentrons-nous maintenant sur la cour. Qu'est-ce qui se passe dans la cour? Qu'est-ce que vous voyez dans cette cour? Alors là, c'est juste la représentation de ce que je viens de vous expliquer. On peut voir des forçats qui sont assis par terre, regardez. Donc, ils sont alignés. Et bien sûr, ils sont, comme on l'a dit, assis par terre. Ils sont attachés. Regardez, ils sont attachés. On peut voir ici, par exemple, une chaîne. Ils sont attachés. Mais ce qui est plus frappant, c'est les deux forgerons de la Chiourme. Vous les voyez ici. Alors là, les deux forgerons de la Chiourme, ils ont dans la main, ce forgeron par exemple, il a dans la main une enclume portative avec laquelle il est en train de donner des coups, des grands coups violents pour mettre les colliers de fer autour des cous des forçats. Alors, vous l'avez peut-être compris, c'est un comportement ou c'est un traitement qui est inhumain. C'est la situation que vivent les forçats, la situation donc que vivent les forçats, est une situation lamentable, misérable, inacceptable pour tout être humain. Et donc l'image a forcément suscité chez vous un certain sentiment. On ne peut pas rester donc, sans ressentir un certain dégoût, une certaine tristesse par rapport à ce qui arrive à ces forçats dans ces conditions carcérales, devant ces conditions carcérales. Alors, ce qui va nous mener à l'étude du deuxième axe dans ce texte. Le deuxième axe est consacré au sentiment du narrateur face au spectacle du ferrage des forçats. De la même façon que nous, en tant que récepteurs de l'image, récepteurs du texte aussi, on a réagi sur le plan sentimental, émotionnel, on a réagi face à cette situation. C'est la même chose pour le condamné. Pourquoi? Parce que le condamné est en train de suivre ce qui se passe dans la cour de Bicêtre. Il est en train d'assister à cette scène du ferrage, comme nous l'avons aussi vu avec l'image. Et donc, il a vécu une évolution, un ensemble de sentiments qu'on va essayer de préciser. L'effet, alors là on parle de l'effet, de l'impact de cette scène sur le personnage. Donc l'effet du ferrage des forçats dans des conditions inhumaines est remarquablement présent chez le condamné. Comment? Alors ce tableau va nous permettre de justifier ou de relever les expressions dans le texte qui montrent cette réaction du condamné. Alors, on va étudier cette réaction, ces sentiments, selon deux situations. La première situation, le premier moment, c'est quand le condamné est observateur du spectacle. Je cite, alors, lorsque le condamné est en train d'observer le spectacle, il dit, il est observateur, «
Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres dans leur cadre de fer. J'observais ce spectacle étrange avec une curiosité si avide, si palpitante, si attentive que je m'étais oublié moi-même. Troisième exemple, un profond sentiment de pitié me remuait jusqu'aux entrailles. Alors là, vous pouvez remarquer la présence des verbes de perception. Les verbes, donc on a le verbe regarder et le verbe observer, puisqu'on est dans la situation où le condamné est observateur, il regarde, il voit. Alors, il regardait comment? Il regardait avec terreur. Et donc là, c'est toute la charge de la peur, de la terreur, de l'horreur que le condamné est en train de sentir en regardant ce qui se passe dans la cour, le mauvais traitement des forçats. J'observais ce spectacle étrange. Pourquoi étrange? Parce que le condamné n'a pas l'habitude de voir et d'assister à de tels spectacles. Il le voit avec une étrange curiosité. Alors là, on passe de la terreur à une sorte de curiosité. Cette curiosité, comment elle est? Elle est si avide, si palpitante, si attentive. Alors là, on remarque qu'il y a des adjectifs qui caractérisent cette curiosité et qui montent crescendo dans leur sens. Les adjectifs sont aussi renforcés par si, qui est un adverbe d'intensité. On se posera la question alors, pourquoi est-ce que le narrateur est en train de décrire sa curiosité avec des adjectifs qui sont renforcés par un adverbe d'intensité et qui est répété à 3 reprises? La réponse est que le narrateur veut insister sur cela, sur le caractère avide, le caractère palpitant, attentif de sa curiosité face à ce spectacle étrange, bizarre, qu'on ne peut pas supporter en quelque sorte, qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Un profond sentiment. Alors déjà, c'est un profond sentiment, c'est pas un sentiment comme ça léger, superficiel, mais c'est un sentiment très profond qui émane du fort intérieur du condamné. C'est un sentiment de quoi? De pitié. Alors, la présence du mot pitié aussi, ça justifie la tonalité pathétique de ce texte. Le narrateur éprouve de la pitié vis-à-vis de ses forçats. C'est un sentiment de pitié qui me remuait. Alors, quand on dit remuer, c'est émouvoir intensément jusqu'aux entrailles. Et donc là, c'est la force de l'effet de ce spectacle du ferrage. Conclusion, en quelque sorte, de cette partie, c'est que le condamné éprouve un sentiment de pitié envers les forçats. C'est ce qu'on comprend de la situation de ce condamné comme observateur des forçats. La deuxième situation, on va voir que le condamné va passer du sujet actant à un objet, c'est-à-dire le condamné est devenu un objet d'observation. Il n'est plus le sujet de l'observation, il est devenu un objet d'observation. C'est lui qui subit le regard des autres, c'est lui qui est observé. Alors, quel sentiment va ressentir ce condamné lorsque tous les regards des forçats vont se tourner contre lui ou vers lui? Il dit « Je restais pétrifié ». Alors, quand on dit pétrifié, ça rejoint ici le mot immobile. C'est comme s'il est changé en pierre, il est transformé en pierre. Je frissonnais, frissonnement, donc il frissonne, il frémit, il tremble. Là, ça évoque le sentiment de la peur qu'on a retrouvé ici, donc avec le mot terreur. J'étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysés. Encore une fois, une
gradation qui met en valeur, qui insiste sur l'immobilité, sur l'effet négatif du regard des forçats sur le condamné. Par la suite, il dit « je poussais un cri ». Donc on est dans la réaction de ce condamné. Il commence à crier « je me jetais sur la porte d'une violence à la briser, je heurtais, j'appelais avec rage ». Alors là, on a l'impression que le regard des forçats a pénétré la cellule dans laquelle se trouve le condamné, et le condamné est terrifié, il est pétrifié, il cherche à fuir cette cellule. Je poussais un second cri d'angoisse. Et là, c'est la peur, d'accord? Et par la suite, il finit par perdre toute conscience et il dit « je tombais évanoui ». Alors là, le spectacle du ferrage des forçats a, bien sûr, vous l'avez compris, un impact négatif sur les sentiments du narrateur. Bien sûr, quand on parle de terreur, d'angoisse, d'effroi, là, jusqu'au point de s'évanouir, ça ne peut être que négatif. Le condamné éprouve beaucoup d'émotions qui sont partagées, on l'a vu, selon deux situations. Alors, le condamné en tant que narrateur, observateur du spectacle, c'est lui qui ressent, qui éprouve de la pitié envers les forçats. Mais en passant à la deuxième situation, le condamné en tant que narrateur observé par les autres, et donc là, c'est nous, lecteurs, qui ont cette pitié, qui sentent cette pitié envers le condamné. Il est objet de notre regard en tant que lecteur, comme il est donc objet de regard des forçats. On comprend tout simplement qu'il y a un renversement de la situation du narrateur. Il n'est plus dans la même situation entre le début et la fin de ce passage. Du coup, la tonalité du passage est pathétique. Elle se dégage des adjectifs dépréciatifs présents dans ce passage. On a langue et forte chaîne, grand coup, un moment affreux, ils devinrent sombres, profil sinistre, convulsif, etc. Ici, le narrateur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à susciter notre pitié, susciter la pitié du lecteur. Le mauvais traitement des forçats dans cette scène du ferrage, leurs conditions lamentables, en plus de la situation du condamné avec tous ses sentiments de terreur et d'horreur, donc elle vise quoi? Il vise donc les deux situations, les deux conditions des forçats et du condamné visent à persuader le lecteur de la nécessité d'abolir la peine de mort. La narration, alors, et la description, puisque le texte, on l'a déjà dit, est narratif descriptif. Donc, à la fois, la narration et la description ont une visée persuasive. Pour finir, on récapitule ensemble alors. Dans ce passage narratif descriptif, Victor Hugo, qu'est-ce qu'il fait? Il critique. Critique quoi? Il critique les pratiques carcérales. Son objectif consiste à sensibiliser le lecteur, à le persuader en le poussant à agir contre ces pratiques inhumaines. De même, l'auteur dénonce la peine de mort. À travers quoi? À travers la situation misérable du condamné en variant les procédés de persuasion. Alors, merci pour votre attention. Je vous retrouve dans une activité suivante de langue et merci.